D'où m'est venue l'idée fulgurant? En fait, ce n'est pas de moi, mais j'ai l'autorisation de mes amis de l'utiliser. Voilà, ce sont deux amis franciscains, Nicolas Morin et François Delmas-Goyon, qui est d'ailleurs rédacteur en chef de la revue franciscaine. Et je discutais avec eux, on a organisé à Brive des journées sur humanisme et technosciences. Et ils me disaient, un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux, quelque chose de fulgurant. Et ils disaient, osons le regarder avec espérance et émerveillement. Alors là, on retrouve toute la beauté de la philosophie franciscaine, hein, l'espérance ne déçoit pas, hein, Saint Paul. Et ce que je trouvais assez extraordinaire, c'était cette espèce d'espérance ancrés au plus profond d'eux, alors qu'ils sont au cœur de la pauvreté, de la difficulté. Et je me disais, au fond, osons le regarder, la question du goût de l'avenir, titre du livre de Guibaud, c'est une question qui est quand même assez redoutable, surtout quand on est universitaire. Quand je réunis mes enseignants et que j'en vois beaucoup qui portent toute la misère du monde sur leurs épaules, je leur dis, écoutez, un policier qui ne sait plus tirer, on le met à la retraite, un enseignant qui a perdu le goût de l'avenir doit faire autre chose. Hein. Alors, c'est facile à dire, difficile à faire, parce que je ne peux pas, c'est comme dire à un dépressif, je t'ordonne d'aller mieux, si vous voulez. Je ne peux pas leur dire, je vous ordonne d'avoir plus d'enthousiasme. Mais en tous les cas, la question du goût de l'avenir, elle est quand même au cœur de la question aujourd'hui, de l'enseignement en général d'ailleurs, pour intervenir beaucoup dans les lycées et les collèges. Vous voyez que c'est une question qui est assez redoutable, parce que si nos enseignants perdent le goût de l'avenir, alors là, on va avoir du souci à se faire. La deuxième citation que je voulais donner dans cette introduction, c'est ce qui a été écrit par le gouvernement américain en 2002 sur le Converging Technologies for Improving Human Performances. Donc ça, c'était la convergence. J'aime pas beaucoup d'ailleurs ce terme convergence, parce que je pense que la science, fondamentalement, elle est par essence divergente. Mais en tous les cas, ils écrivaient sur les NBIC, c'est-à-dire nanosciences, biotechnologie, technologie de l'information et sciences cognitives. Ils écrivaient, quand les technologies du XXIe siècle convergeront, l'humanité, grâce à elles, pourra enfin atteindre un état marqué par la paix mondiale, la prospérité universelle et la marche vers un degré supérieur de compassion et d'accomplissement. Je trouve ce texte assez intéressant, ce qui me fait des fois penser, comme le dit Michel, je ne sais pas si je peux te citer, que parfois aux Américains il leur manque une case, même si je sais que tu aimes beaucoup les États-Unis, c'est que qu'est-ce que l'histoire et la philosophie nous disent là-dessus, c'est-à-dire l'idée d'un paradis terrestre produit par la technologie, et puis qu'on donnait les nombreux moments de l'histoire où nous a été promis le paradis sur Terre. Là, il n'y a pas besoin de faire, je veux dire, c'est du niveau du cours moyen deuxième année, donc il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. C'est dit, derrière ça, il y a quand même une vraie interpellation, puisque lui, Michel, parle de 4 approches, moi je parle de 3. On voit bien qu'aujourd'hui se développent dans le monde des courants de critique radicale des technosciences. À l'autre opposé, qu'on retrouve dans un certain nombre de courants transhumanistes, l'idée au fond que les sciences et les technologies allaient nous sortir comme par miracle de toutes les difficultés que l'on rencontre, qu'elles soient environnementales, humaines, etc. Et que donc il y a une espèce de mythe, hein, c'est le directeur de VDCOM qui dit le problème c'est pas les technosciences, c'est lorsqu'elles sont sacralisées, lorsqu'elles deviennent le nouveau veau d'or, il parle du nouveau veau d'or du mouvement humain vers un avenir fantasmé. Hein. Et donc, il parle même d'un exode en référence. Il dit, voilà, la technoscience n'est pas un problème en soi, elle le devient lorsqu'elle est sacralisée, lorsqu'elle devient le nouveau veau d'or d'une humanité en exode vers un avenir fantasmé. Je trouve que quand on lit ça, on sent vraiment ça, cette espèce de veau d'or, d'idole, qui accompagnerait au fond l'exode de l'humanité vers une espèce d'avenir fantasmé. Nous, ce qu'on développe, et c'est développé dans le livre que certains d'entre vous ont lu, c'est la question du tiers chemin. Et je serai amené à y revenir. Alors c'est très, vous allez dire, c'est très dans le sens de l'histoire. Hein, la doctrine sociale de l'Église, c'est bien le tiers chemin. Donc voilà, nous on est dans le tiers chemin. Existe-t-il un tiers chemin qui soit un chemin qui ne soit pas dans le refus radical des technosciences, mais qui soit dans cette capacité pour l'humanité un peu de se reprendre en main, c'est-à-dire là, je pense, même si on peut le contester, que l'humanité risque de se perdre elle-même, c'est-à-dire de perdre le contrôle d'elle-même. Elle ne l'a jamais vraiment eu, mais en tous les cas, là, on sent bien qu'il y a un certain nombre de choses qui commencent à nous dépasser. Comment on reprend un peu la main sur un certain nombre de questions qui peuvent être d'ordre éthique et qui peuvent remettre en cause les fondements de notre humanité. C'est Thibault et Dugarry qui, dans une publication récente sur le transhumanisme, disent « La tension n'a jamais été aussi forte entre l'humanité telle qu'elle nous a été donnée et l'humanité que nous avons à recréer ».
Et on le sent bien, moi qui suis au contact des jeunes, qui a à la fois cette espérance d'une humanité à recréer, où ils nous disent qu'ils ont le sentiment que les possibles deviennent immenses, ils ont l'impression qu'ils n'ont jamais été au-devant d'autant de possibilités, de capacités à construire un avenir différent. Mais en même temps, les possibles explosent, mais évidemment les risques des possibles explosent également en même temps. Alors, pourquoi on va prendre un point de vue technoscientifique? On en parlait tout de suite avec Alain, parce que d'abord, j'ai été beaucoup frappé, et je suis très heureux qu'on ait lu le même livre. J'ai adoré un livre d'Alain Testard qui s'appelle Avant l'histoire, qui décrit le Natoufien, c'est-à-dire ce passage des chasseurs-cueilleurs aux sociétés sédentaires. Et je vous invite vraiment à le lire, parce que lorsque vous faites des analogies avec ce que l'on est en train de vivre, alors Alain dit depuis le siècle des Lumières, moi je pense que c'est un peu plus récent parce que j'ai moins de mémoire, enfin je ne vivais pas au siècle des Lumières, vous non plus je pense, mais voilà, ma mémoire est plus courte, mais en tous les cas, on voit bien que ce qui est en train de se produire là est probablement quelque chose de même nature, c'est un changement de civilisation, c'est un changement de... Paul Václavic dirait, on est devant un changement de type 2, c'est-à-dire c'est notre vision du monde qui est en train de changer, c'est nos systèmes de représentation. Et donc, pourquoi prendre un point de vue technoscientifique, ce qui m'est assez souvent reproché, parce que comme on sait que je suis ingénieur de formation, j'ai beaucoup travaillé dans la technologie, on pense qu'il y a une espèce d'a priori, ce qui est possible, qui n'a pas d'a priori, c'est quand même de remarquer que sur l'ensemble de... Alors moi je l'ai démarré effectivement il y a 10 000 ans, mais sur l'ensemble de cet axe, même si Alain Testard d'ailleurs questionne très bien dans son livre la question de la poule et de l'œuf, hein, il dit très bien dans ce chapitre, au fond, est-ce que c'est les techniques d'élevage et d'ensilage qui ont produit la sédentarisation, ou est-ce qu'au fond, c'est des climats particuliers dans certains endroits, notamment dans le bas delta du Nil, qui ont fait que les chasseurs-cueilleurs n'ont plus besoin de se déplacer, et se sont sédentarisés, et au fond, après, sont arrivées les techniques de la céramique, de la poterie, etc. Mais j'irais à la limite, peu importe, le débat entre la poule et l'œuf m'intéresse que moyennement. Ce que je repère quand même, c'est qu'il y a toujours eu une certaine concomitance entre des transformations fondatrices de notre civilisation et des avènements d'ordre technoscientifique. C'est le cas évidemment avec la naissance des techniques d'élevage, d'agriculture, les premières sociétés sédentaires, la céramique, la poterie. Ensuite, c'est la naissance de l'imprimerie, dont on parle beaucoup. D'ailleurs, parfois, je pense avec des analogies un peu abusives entre l'Internet et l'imprimerie, parce que Internet porte d'autres dimensions que celles de l'imprimerie. Ensuite, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais la conversation avec Alain me rappelle qu'au fond, l'invention du télescope a probablement généré le siècle des Lumières, puisque cette découverte que le monde n'est pas dans la vision aristotélicienne, c'est-à-dire figé, immuable, mais qu'il est un véritable chaos, hein, observé par le télescope, a probablement engendré une vraie rupture qui a notamment derrière en chaîne débouché sur le siècle des Lumières. La vapeur démultiplie le bras humain, ça c'est 300 ans. Les effets de série qui créent le premier choc de productivité, ça c'est la première révolution industrielle qu'on va retrouver chez Rifkin, qu'on va retrouver chez Toffler, chez un certain nombre de futurologues ou d'économistes. La convergence des réseaux d'énergie et de transport à l'échelle mondiale qui génère le second choc de productivité par le passage des effets de série aux effets d'envergure. Et là, nous dit Rifkin, nous sommes dans la troisième révolution industrielle. Alvin Toffler parlait déjà d'ailleurs de la civilisation de la troisième vague dans un de ses ouvrages. Et donc voilà, on rentre dans cette troisième vague. Donc la concomitance techno-scientifique n'est pas complètement infondée. Deuxièmement, ça c'est dès 1977, Jean Ladrière, qui était un homme très respectable, travaillant dans les laboratoires de Louvain-la-Neuve, hein, à l'université de Louvain, un épistémologue des sciences, disait « La science et la technologie », et ça on est en 1977, hein, ont à l'heure actuelle une incidence apparemment déterminante sur le destin des cultures et paraissent même entraîner des bouleversements de nature fondamentale dans toutes les dimensions de la vie culturelle. Il faut s'interroger sur les ressorts profonds de la science et de la technologie, sur leur nature constitutive et aussi sur les raisons qui expliquent leur liaison. Donc on voit bien que déjà en 1977, Jean Ladrière parlait de cette espèce de convergence d'une part entre les sciences et la technologie, qui est une vraie question, parce que la science, elle étudie le réel, elle le conceptualise, elle nous permet de le prévoir, la technologie, elle intervient sur le réel. Et donc la question science technologique ou technoscience n'est pas une question neutre, hein, dans les débats que l'on va avoir. Voilà, alors, ce que vous avez trouvé dans le livre, et j'aurai terminé, c'est au fond l'idée qui est développée un peu dans l'ouvrage, c'est une idée, c'est une perspective sur laquelle je vous invite à émettre votre légitime méfiance. Et vous avez vu d'ailleurs que j'ai souhaité que dans le livre lui-même se construise un débat, c'est-à-dire qu'il y a une controverse, que des universitaires, au fond, contestent un certain nombre de points, expriment des désaccords. Hier, nous avions une conférence très intéressante, puisque les 10 contrepointeurs étaient dans cette conférence. Et ça a été très intéressant parce que des gens à la sortie ont dit « mais ce qui est assez
inouïe, c'est que vous êtes dans des désaccords profonds sur un certain nombre de sujets, et pourtant il n'y a pas de conflit, et vous avez l'air d'avancer dans le même sens. Et j'ai dit, eh bien voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus, vous avez exactement compris ce que serait probablement le monde qui gagnera demain, ce sera le monde de cette dialectique-là, c'est-à-dire de cette capacité, et nos politiques, je le disais tout à l'heure, ont probablement des choses à apprendre, c'est-à-dire comment on peut être en désaccord sur un certain nombre de sujets, et pourtant, parce qu'on partage un destin commun, parce qu'on partage le sentiment d'un destin commun, des valeurs communes, on peut avancer. Et avancer d'ailleurs grâce à cette dialectique, et non pas à cause ou contre cette dialectique. Et donc, ceci a été évidemment donc, contesté, en tous les cas controversé. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'au fond, on a d'abord une première combinatoire qui est d'ordre technoscientifique. On va y passer dans quelques minutes, une grosse demi-heure. Ensuite, je vais essayer de montrer que cette combinatoire, elle se combine à son tour avec un autre phénomène que Rifkin appelle la convergence Internet, mais qu'on peut appeler d'une façon générale l'explosion du mode maillé coopératif. Ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Et enfin, les nouvelles formes d'économie, et en particulier l'économie créative. Et je parlerai plutôt de l'économie créative, puisque la coéconomie, ou fonctionnalité, ou circulaire, j'en parlerai plutôt ici dans le mode maillé coopératif. Et de montrer les articulations entre ces trois phénomènes qui, selon la perspective du livre, produit cette transition fulgurante. Parce que, alors pourquoi je parle de transition et non pas de crise, ça c'est mes origines un peu physiciennes. Une crise, dans le langage populaire, ça a un début et ça a une fin. Et en général, quand on a fini la crise, quand on fait une crise de dents, une crise de migraine, on revient quelque part autour de l'état initial, même s'il peut y avoir des maladies dégénératives. Là, personne ne peut... Enfin, il y a la théorie des plateaux en économie, qui dit, voilà, on a un phénomène de crise, ensuite il y a un plateau d'adaptation, puis ensuite on repasse par une crise. Il n'y a plus grand monde aujourd'hui qui pense que nous allons atteindre un nouveau plateau. En tous les cas, on ne sait pas le prévoir. Et donc, on est plutôt dans une transition, quelque chose là qui nous amène dans un ailleurs, dans un autre monde, que je ne vais pas vous décrire, personne n'est capable de le faire, mais essayer de vous dire un peu quelles sont les lignes de fuite qu'on peut imaginer dans ce cadre-là. Voilà.